Bonsoir à tous. Merci d'être là si nombreux pour nos invités. Ce rendez-vous Chine que nous avions prévu au mois de mars et que nous retrouvons pour l'automne sur les musées, un sujet d'actualité. Nous avons choisi pour cette soirée, d'une part, Vincent Lefebvre. Alors moi, je vous les présente de manière absolument, non officielle, et je leur laisserai le soin de se présenter de manière beaucoup plus diplomatique que je ne le fais. Donc je commence par les Lefebvre parce qu'ils sont là à la suite, Vincent Lefebvre, Éric Lefebvre, puis François Mérès et Fred Chong. Nous les avons choisis parce qu'en fait, ils ont des compétences qui sont bien sûr complémentaires les uns avec les autres. Nos deux Lefebvre, si vous me permettez, sont des familiers des collections d'art asiatique. Ils connaissent bien le musée Guillemet et le musée Cernouchi, ils vous expliqueront pourquoi tout à l'heure. Et Éric a lui-même contribué depuis de nombreuses années à mettre en place des expositions avec des partenaires chinois. François Mérès, lui, il est depuis quelques années impliqué dans des actions de formation sur la muséologie, sur la muséographie, avec des interlocuteurs chinois. Et Fred Chong, qui est au Quai Branly, bien qu'il soit familier aussi de la maison, est lui quelqu'un qui depuis une dizaine d'années fait aussi un travail absolument extraordinaire parce qu'il a développé tout un pan d'activité qui n'existait pas, à savoir concevoir des expositions avec l'Asie, avec la Chine. Voilà pourquoi nous les avons réunis. Alors, excusez-nous, on n'a pas pu avoir la parité ce coup-ci. Vous avez que des garçons, vous nous en voulez pas ? Et c'est l'occasion maintenant de vous dire aussi le cadre général dans lequel cela se situe. C'est bien évidemment l'augmentation extraordinaire du budget qui a été mis en place par le ministère de la Culture chinois pour la construction et la formation des agents des musées, de la construction de musées, donc avec tous les enjeux que ça peut représenter derrière, comme attractivité territoriale, comme soft power, etc. Et puis, bien sûr, le retour à un rayonnement à partir de la culture chinoise que l'on voit annoncé depuis longtemps dans le nouveau programme de Xi Jinping. J'en profite pour vous dire, parce que vous avez un excellent article que nous avons mis sur la page dédiée du site, qui a été fait par Yu Zhang, qui devait être des nôtres et qui ne pouvait pas être là pour ce rendez-vous Chine, sur les musées publics en Chine, sur les stratégies et l'impact de ces nouvelles stratégies. Je vous le recommande, il est de très très bonne facture. Voilà, j'ai assez parlé. Et je laisse la parole à Vincent Lefebvre, qui est le maître de cette cérémonie et de ce rendez-vous Chine. Merci. Merci. Merci à tous. Bonsoir. Alors, en fait, moi, je suis l'exotique de l'étape, puisque mon domaine de spécialité, c'est plutôt l'Inde que la Chine. Mais néanmoins, je vais essayer d'animer cette table ronde. Est-ce que vous m'entendez un petit peu? Il faut parler de très très près, visiblement. Alors, pour commencer, donc je voulais rappeler quelques dates en commençant par 1973, puisque c'est cette année-là que le Petit Palais à Paris a organisé une très grande exposition d'archéologie chinoise, qui était un peu une première dans le domaine, parce que c'était une des premières très très grandes collaborations avec les musées de la République populaire de Chine, et c'est une opération qui a vraiment marqué une étape à la fois dans les relations franco-chinoises, mais également dans la connaissance du passé de la Chine. En 2000, le musée du Petit Palais a renouvelé l'opération avec l'exposition Chine, la gloire des empereurs. Et à ce moment-là, on avait déjà pu constater à quel point, évidemment, la relation avec les musées chinois avait évolué et le professionnalisme de nos collègues chinois s'était accru de manière très notable. Si j'avance dans le temps, une date très récente, il y a quelques jours, notre président de la République s'est rendu en Chine pour différentes raisons, et notamment pour inaugurer un centre Pompidou provisoire à Shanghai.
Et d'autres musées français vont sans doute suivre, notamment puisqu'il y a un projet du musée Rodin avec la ville de Shenzhen. Et j'en profite pour saluer Catherine Chevillot qui est avec nous ce soir. Mais évidemment, la question des musées en Chine ne se limite pas aux relations avec la France, aux relations avec l'Occident. Et la réalité des musées en Chine, c'est une explosion quasiment exponentielle du nombre d'institutions muséales. Ça a été rappelé sur la page de présentation de cette table ronde. En 2000, on en comptait un peu plus de 1300. Et en 2016, donc en l'espace d'une quinzaine d'années, quasiment 5000. On dit parfois qu'aujourd'hui, il se crée un musée par jour en Chine. Je ne sais pas si le chiffre est vrai, mais toujours est-il que aujourd'hui, le musée, qui était quasiment inexistant il y a encore quelques décennies, est une réalité extrêmement présente en Chine. Donc, dans cette table ronde, on va essayer de s'intéresser à ce phénomène pour savoir y a-t-il une spécificité du musée en Chine? Qu'est-ce qu'un musée en Chine? Donc on va s'intéresser aux questions de définition. Ont-ils des particularités en termes de scénographie ou de muséographie? Quel est leur rapport avec les publics? Mais également, puisque nous sommes ici à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, quelle est la relation des musées avec la ville et avec les territoires? Donc pour aborder toutes ces questions, nous avons ici 3 experts qui connaissent bien mieux que moi la question et à qui donc je vais interroger à tour de rôle. Mais avant tout, je voudrais commencer un petit peu par le début, en tout cas pour vous faire part d'une conviction personnelle, c'est-à-dire qu'un musée, c'est avant tout une collection. Je sais que certains pensent que c'est avant tout un bâtiment, mais je fais de la provocation à la Cité de l'Architecture. Donc la collection, à mon sens, précède le musée, et c'est pourquoi je voudrais t'interroger d'abord, Eric, pour savoir qu'est-ce qu'on peut dire sur l'histoire des collections en Chine. Est-ce qu'il y a une tradition avant même qu'il y ait des musées à proprement parler? Il n'y en a qu'un qui marche, les 3, il paraît. Alors, voilà. Comme ça évite les polémiques trop passionnées. On a un micro pour 4. Et non, 4 micros pour 4. Alors on va pouvoir se battre. Et donc effectivement, peut-être que pour comprendre ce boom contemporain, c'est peut-être une des clés d'explication, c'est la longue tradition de collection en Chine. Une tradition qu'on a l'habitude de faire remonter pour ce qui est des collections d'objets anciens à la dynastie Song, donc entre 960 et 1279, la dynastie des Song, qui se caractérise par de nombreuses avancées, et notamment par la diffusion de livres imprimés à grande échelle, qui permet donc évidemment une diffusion du savoir, va servir aussi le propos des antiquaires et des collectionneurs. Donc on voit ici une tradition de collection privée, déjà très mûre, avec effectivement une expertise sur des objets anciens qui sont datés, avec déjà une typologie qui est mise en place, qui va servir pendant ensuite des siècles. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose de très important, surtout avec ce décalage chronologique qui nous montre une tradition très avancée, à une époque peut-être plus avancée que la tradition occidentale. Alors, il y a d'autres points importants parallèlement à cette collection privée. Déjà, sous les Song, on a aussi la collection impériale. Alors, la collection impériale, on l'a parfois considérée comme une collection privée, mais c'est tout de même une collection privée d'un type très particulier, puisqu'elle permet des formes de continuité dans le temps tout à fait remarquables et qui, finalement, apparentent la collection impériale avec celle de nos musées, même si, évidemment, la définition de collection publique n'est pas encore là, n'est pas encore mise en place. Donc je pense que c'est 2 points importants. C'est cette double tradition de collection privée, mais aussi quelque chose de très spécifique, quelque chose qui est de l'ordre du patrimonial, qui se met en place au sein des collections impériales
depuis les Song et qui sont reprises ensuite par les dynasties postérieures jusqu'à la grande collection encyclopédique de Tianlong au XVIIIe siècle. Tout ça, c'est bien sûr un préalable très important et ce n'est pas un hasard si les plus grands musées de Chine sont aussi les héritiers de ces collections impériales. Merci. Est-ce que la collection de Tianlong, elle était accessible? Est-ce qu'on pouvait la visiter? Alors, effectivement, c'est une collection qui n'est pas une collection publique. Les objets sont conservés non pas dans des galeries, comme on a pu avoir la tradition princière occidentale, mais elles sont pour la plupart rangées, conservées dans différents pavillons. Et il y a aussi une tradition de l'exposition qui est intéressante, qui est en général une exposition de temps court. Donc ça peut être le temps d'une fête, ça peut être le temps d'une réunion entre experts, ça peut être le temps d'un examen, de la précision d'une inscription pour des raisons scientifiques, toutes ces raisons qu'on pratique aussi dans les musées, mais on n'a pas cette tradition de l'exposition longue et surtout de l'exposition publique dans le cas de la cité interdite et de la collection impériale. Merci. Alors, on va peut-être maintenant en venir au musée à proprement parler et je voudrais, pour introduire le propos, revenir sur une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années, alors qu'avec l'Institut national du patrimoine, j'effectuais de la formation à Pékin. Et pendant 3 jours, on a échangé avec nos collègues chinois et c'était très troublant de découvrir au bout de 3 jours qu'on se comprenait absolument pas. Parce qu'on parlait de musées de beaux-arts, de musées d'histoire, de musées de société, enfin de toutes les catégories qui nous sont familières en Europe. Et d'un seul coup, donc au bout du 3e jour, quelqu'un m'interroge en disant mais enfin pourquoi est-ce que vous nous dites depuis 3 jours que le Louvre est un musée d'art? C'est pas du tout un musée d'art, c'est un musée d'histoire. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait des questions de définition qui étaient tout à fait différentes, puisque de ce que j'ai compris, un musée d'art aujourd'hui en Chine, c'est un musée d'art moderne et contemporain, et que donc un musée d'art ancien, même si ça peut aller jusqu'au musée d'Orsay, au musée du 19e siècle, c'était plutôt considéré comme des musées d'histoire. Donc ça pose la question, je peux peut-être vous passer la parole François, pour savoir comment est-ce qu'aujourd'hui, enfin, on peut définir le musée, quelles sont les catégories qui existent en République populaire de Chine? Alors c'est sûr effectivement qu'il y a des typologies différentes qu'on peut observer aussi d'ailleurs en Occident, c'est-à-dire que on est très enclin à considérer les musées d'art, les musées d'histoire, d'archéologie, etc. en Europe, mais déjà par exemple aux États-Unis on peut avoir des catégories un peu différentes et c'est vrai que en Chine, la catégorie reine, c'est ce qu'on appelle effectivement plutôt le musée d'histoire, c'est-à-dire celui qui conserve des reliques culturelles, les cultural relics, qui sont les objets archéologiques qui sont en quelque sorte le cœur, on pourrait dire, de la collection. En même temps, dans beaucoup de lieux, beaucoup de ces musées, qui comprennent des collections archéologiques, comprennent aussi, par exemple, certaines fois des collections d'histoire naturelle. Et donc, on a dans beaucoup de villes de province, des musées généraux, des general museums en quelque sorte, qui reprennent différents types de collections aussi. En revanche, ce qu'on intitule musée d'art, c'est beaucoup plus effectivement un établissement qui est lié à la présentation d'œuvres notamment contemporaines, parfois plus anciennes, et qui fait l'objet d'une certaine mise à distance, en quelque sorte, c'est-à-dire qui n'est pas au cœur, on pourrait dire, du système muséal. Le cœur même du système muséal, celui qui représente, celui qu'on va visiter, en quelque sorte, c'est effectivement des musées comme celui qui présente des reliques culturelles et donc notamment des objets archéologiques qui sont véritablement le cœur du système. Et puis on retrouve aussi des musées de sciences, bien entendu, d'histoire naturelle, etc. Et alors, et sur cette notion de relique culturelle, justement, comment est-ce que ça s'est établi? Alors, très clairement, effectivement, c'est un terme, je dirais, qui est celui qui traduit d'une certaine manière le terme d'objet de musée, hein, cultural relic. Mais très clairement, alors je ne sais pas exactement d'où vient l'étymologie, ça vous pourrez le dire plus facilement, qui globalement est au cœur de ce qu'on pourrait intituler l'objet du musée en Europe.
à savoir effectivement qui est inventorié, etc., et qui est aussi directement, je pense, lié à un inventaire un peu plus spécial, c'est-à-dire que c'est un bien qui est inscrit de manière plus forte en quelque sorte au niveau national. Mais là, je pense que vous pouvez plus précisément dire les choses. Oui, j'ai juste ajouté un point, parce qu'on parlait beaucoup de classement de musées, et en Chine, voilà, il y a deux termes qui parlent du musée, dans le sens en Europe. Bohuguan, ça veut dire c'est le musée, l'histoire, musée archéologie, tout ce qui est, parce que Bohu, c'est deux mots différents. Bo, c'est l'âge, c'est tout qui enveloppe tout sujet, et ou le deuxième mot, c'est l'objet. C'est quelque chose qui est concret, voilà. Donc c'est tout ce qui est pour musée d'histoire naturelle, musée archéologique, la collection impériale, musée du Louvre, ça c'est pour vous, quoi. Voilà. Il y a une deuxième catégorie qui est Meishuguan. Meishuguan, là c'est Meishu, en fait c'est de beaux-arts, donc musée de beaux-arts. Alors, ce petit musée en Chine, ce qui est intéressant, qui est surtout concentré sur la collection de l'art actuel ou l'art moderne. Ça, c'est vraiment très intéressant. Moi, je pense qu'il y a une raison aussi liée à l'histoire de la Chine au XXe siècle, en fait. C'est l'histoire, la Chine, la République qui a été établie en 1911. Là, il y a un vrai musée qui a été créé. Et tout de suite, il y avait cette histoire de la Chine communiste et la Chine nationaliste, la guerre civile. Du coup, la Chine nationaliste se retire à Taïwan. Et puis, je pense que c'est intéressant de voir comment... et puis, du côté de Taïwan, parce que moi, je suis d'origine taïwanaise. Donc, du côté de la Taïwan, comment le musée a été établi et classé qui est très différent avec du côté Chine continentale. Il y a une chose, peut-être, Vincent, je crois, il est intéressant de voir aussi la Chine, comment il gère les musées de première catégorie, les musées qui est un classement. C'est-à-dire il y a un premier classement qui contient aujourd'hui 85 musées. Donc, c'est le musée le plus important du pays, il y a 85. Ensuite, il y a un deuxième classement, c'est la deuxième catégorie. Ce sont les musées de taille plus petite ou de collection moins importante, en termes de recherche, en termes d'infrastructure qui est beaucoup moins important. Et quelque chose d'intéressant aussi, c'est dans la première catégorie, ils ont les classements. Par exemple, l'année dernière, un musée de Shanghai, il est classé au premier. Parce qu'il y a une notation de tous les musées de première catégorie. Évidemment, si au service des musées de France, on s'amuse à établir un classement, là, ce serait la guerre ouverte en France. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'est jamais lancé. Il y a une autre opposition, qui existe évidemment dans d'autres pays que la Chine, mais où aujourd'hui, avec ce boom des musées, on voit aussi une paire, qui est assez intéressante à observer, c'est la paire musée public, musée privé. Et effectivement, il y a une initiative privée qui est particulièrement frappante à l'heure actuelle. Je ne sais pas qui veut. Je veux bien. Ouais. Alors, globalement, effectivement, les musées privés sont, et de manière générale, de toute façon, l'évolution des musées en Chine est liée à l'évolution du PIB. C'est-à-dire que très clairement, si on peut observer, comme dans beaucoup de pays, on peut observer une croissance du nombre des musées qui est pratiquement similaire à la croissance du PIB. Mais ça signifie aussi d'ailleurs la croissance du nombre de milliardaires. Et comme on a pu l'observer d'ailleurs à certaines autres époques, on a eu des musées privés qui sont devenus d'ailleurs des musées publics en France ou ailleurs, etc. Et très clairement, c'est en quelque sorte cet élément-là qu'on peut observer en Chine, à savoir un certain
certain nombre d'hommes d'affaires ou de familles très très riches qui ont acquis une collection et qui souhaitent la présenter, et qui constituent donc des musées qui peuvent être ouverts au public, bien entendu, mais qui sont sous un régime privé, qui en revanche, et ça c'est un des points importants, se vivent, et c'est aussi d'ailleurs ce qu'on peut observer au niveau des musées d'art, se vivent comme une sous-catégorie par rapport justement à ces musées d'histoire. C'est-à-dire que très clairement, il peut y avoir reconnaissance dans les plus ou moins 5000 musées qu'on dénombre en Chine. Il y en a un certain nombre qui ne sont pas justement des musées d'histoire, mais je dirais, pour rentrer dans cette catégorie, pour être reconnu comme tel, c'est sans doute plus difficile pour des musées privés. Et donc, en quelque sorte, cette logique, cette reconnaissance qui apparaît comme évidente, on peut tout à fait avoir un musée privé de type association de loi 1901 qui peut être musée de France, par exemple. En Chine, ça va être, je pense que c'est beaucoup plus complexe, effectivement, pour rentrer dans cette logique-là. Mais est-ce qu'il y a quelques musées privés qui conservent des reliques culturelles ? Alors, à ma connaissance, on peut avoir tout à fait des acquisitions. C'est-à-dire que très clairement, il existe, comme vous le savez évidemment, un marché de l'Antiquité qui est très très florissant, et donc bien entendu des collections qui peuvent être exposées de ce type. Alors, en revanche, ce qu'on observe aussi, bien sûr, c'est beaucoup de collections d'art contemporain qui sont développées à travers des initiatives privées, telles qu'on peut en voir à Shanghai, par exemple, et à beaucoup d'autres endroits. Alors, oui. Juste un petit mot pour compléter, parce que justement, une rencontre toute récente, la semaine dernière, une petite délégation du musée Xuqiang à Xi'an, donc dans une ville qui là, évidemment, pour le coup, est parmi les plus chargées d'histoire, peut-être la plus chargée d'histoire de Chine. Eh bien, donc les représentants de ce musée qui sont venus me voir m'ont présenté leur musée qui a maintenant 8 ans, un jeune musée privé et dont l'une des galeries permanentes est une galerie permanente de la peinture murale. Alors des peintures murales qui proviennent principalement de tombes, quelques-unes de temples, et qui sont toutes des dépôts d'institutions publiques. Donc il y a des dépôts du musée de la Cité interdite, il y a des dépôts d'institutions de recherche archéologique, et donc ça m'a semblé tout à fait neuf. Eux-mêmes m'ont dit d'ailleurs que c'était tout à fait rare, mais pourquoi pas, peut-être que c'est quelque chose qui va être amené à se développer. Et par ailleurs, le musée était aussi l'un des tout premiers à avoir vu le jour à la faveur d'une opération immobilière qui consistait à construire un hôtel et un musée. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui n'est pas rare en Chine et qui permet à beaucoup de musées d'apparaître et de grandir. Mais alors dans ce cas-là, c'est peut-être la question de l'œuf et de la poule, mais qu'est-ce qui est à l'origine du projet? C'est l'hôtel ou c'est le musée? J'ai l'impression que la personnalité de l'entrepreneur collectionneur y est pour beaucoup. Donc c'est plutôt c'est plutôt plus noble. Alors maintenant, si on essaie de rentrer dans ce musée, on peut peut-être s'intéresser aux questions de scénographie et de muséographie. Alors vous avez un certain nombre d'images qui défilent tout au long de cette présentation, qu'on ne va pas commenter déjà parce que nous, on ne les voit pas, et puis elles ne sont pas spécialement dans un ordre prédéfini. Mais la scénographie et la muséographie sont deux domaines qui ont connu des évolutions particulièrement notables en Chine ces dernières années, donc avec à la fois la professionnalisation et la modernisation de ces institutions. Ça demande des questions de formation, donc des formations qui commencent à se mettre en place, auxquelles vous avez participé, donc peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Et puis ensuite, on parlera peut-être de quelques expériences récentes où justement vous avez pu les uns et les autres constater une évolution de l'approche muséographique.
Oui, alors en matière de formation, il y a un certain nombre évidemment d'universités chinoises qui depuis pas mal de temps ont développé des formations à la Fudan University, à la Peking University, etc. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que le nombre de formations est vécu comme étant trop peu important. Et donc, il y a une volonté, effectivement, très clairement, de développer la muséologie et notamment aussi les techniques muséographiques pour améliorer le contenu des musées. Très clairement, le personnel des musées peut être tout à fait composé très classiquement d'universitaires qui ont été formés dans leurs propres disciplines respectives, hein, l'histoire de l'art, l'archéologie, etc. En matière des scénographies, on va trouver bien sûr des scénographes qui ont une certaine notion du musée, mais très clairement, en revanche, ce qu'on perçoit aussi, c'est que ces notions, alors c'est pas quelque chose qu'on trouve uniquement d'ailleurs en Chine, hein, on pouvait l'évoquer à un autre moment, que ce soit des architectes ou autres, ne possèdent pas suffisamment de connaissances pour véritablement penser le musée dans son ensemble. Et donc très clairement, évidemment, c'est ce qu'on peut observer, c'est-à-dire une volonté évidemment de formation qui s'est aussi développée d'ailleurs avec un partenariat avec l'ICOM, le Conseil international des musées, qui a ouvert un centre permanent de formation à Pékin, dans la cité interdite, où j'ai eu effectivement l'occasion d'intervenir. Et c'est vrai qu'il y a toute une série de volontés de créer des liens, notamment avec l'INP ou toute une série d'autres lieux, et notamment effectivement avec le comité pour la muséologie de l'ICOM, l'ICOFOM, pour développer des formations dans de nouvelles universités, etc. L'objectif, c'est très clairement que si maintenant on a 5000 musées, on en aura sans doute beaucoup plus dans les années à venir, et qu'il faudrait un personnel qui soit véritablement compétent pour assurer toutes les tâches, qui ne sont pas simplement évidemment des tâches scientifiques, mais cet ensemble. Alors, en termes d'expérience scénographique ou muséographique, je crois qu'on avait prévu de faire un petit focus sur le cas de Shanghai, avec plusieurs expériences aussi bien du musée du Quai Branly-Jacques Chirac que du musée Tchernouski, donc sans se lancer dans une opposition entre l'État et la ville de Paris. Je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer. Oui, effectivement, on s'était dit que notre expérience était très complémentaire puisque il y a eu plusieurs expositions du musée du Quai Branly qui ont été accueillies à Shanghai et au contraire, au musée Tchernouski, nous avons eu la chance de travailler à plusieurs reprises avec le musée de Shanghai sur une période relativement longue qui permet justement de mesurer de l'intérieur, comment les choses ont évolué vraiment entre gens de musées, une expérience humaine. La première expérience remonte à la fin des années 1990. Donc c'était une exposition qui accueillait les bronzes du musée de Shanghai, donc l'un des départements phares du musée que vous connaissez peut-être, une collection extraordinaire. Le directeur du musée à l'époque était l'un des tout premiers spécialistes des bronzes et il était aussi impliqué dans cette exposition. Donc évidemment c'était une grande première pour le public français et parisien. Et ensuite, effectivement, il y avait une réciprocité. Le chef-d'œuvre du musée Tchernouski, le vase en forme de tigre dévorant un être humain, avait été à Shanghai dans les années suivantes. Donc c'était un peu l'esprit de ces années, des années croisées, si vous voulez, avec des échanges comme ça. Mais on voit des échanges entre spécialistes autour d'une technique, avec bien sûr le public qui suit. Et les deux dernières expériences, j'y étais plus directement associé puisque j'ai été commissaire de ces expositions. En 2013, une exposition qui s'appelait l'école de Shanghai, qui montrait justement le chemin vers la modernité des peintres, mais aussi des calligraphes et des graveurs de sceaux à Shanghai entre le milieu du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et donc, avec les collègues du département des peintures, on commençait à essayer de penser ce phénomène un petit peu au-delà de la peinture, en disant qu'il fallait évidemment s'occuper aussi de la calligraphie et des sceaux pour comprendre ce qui s'était passé.
Et puis, la toute dernière expérience, 2018, une exposition qui s'appelait Parfums de Chine, la culture de l'encens dans la Chine impériale. C'était l'idée, cette fois, autour de quelque chose d'immatériel, le parfum, eh bien, de travailler avec les spécialistes de l'ensemble des départements du musée de Shanghai. Donc il faut dire que le musée de Shanghai, comme certains grands musées européens, est structuré de manière assez ancienne en départements et qui sont chacun dévolés une spécialité. Et donc on voyait bien à travers les premiers projets qu'on a fait ensemble, et finalement on travaillait toujours dans ce cadre scientifique qui était aussi un cadre humain, qui était aussi le cadre d'une collection. Et aujourd'hui, on peut justement travailler sur des sujets complètement neufs, puisque c'était la première fois qu'ils travaillaient sur ce sujet, de travailler ensemble et sur, comme ça, 3 ans, en réunissant les représentants d'une douzaine de départements, eh bien, essayer vraiment d'élucider un phénomène comme celui de la culture de l'encens dans la Chine ancienne. Donc, et c'est quelque chose, évidemment, qui est aussi facilité par les moyens de communication, puisque les échanges, en plus, grâce au décalage horaire, vous vous levez le matin et puis déjà, vous avez les réponses à vos questions du soir. Donc, on peut comme ça avancer de manière très stimulante sur ces sujets. Et je crois que voilà, c'était l'expérience que je voulais partager avec vous. Peut-être qu'elle est assez proche de celle de Fred ou très différente. Je crois que c'est assez proche parce que c'est vrai que c'est un plaisir de travailler au musée de Shanghai, cette équipe. Quand je peut-être reviens en arrière, moi je suis arrivé au musée du Quai Branly-Jacques en 2009. À l'époque, le musée il avait 3 ans. Il n'avait aucune exposition qui diffuse, qui présentait à l'étranger. Le souhait du président Stéphane Martin, c'était de dire que on produit de qualité, l'exposition de qualité, des sujets intéressants à Paris. L'idée, c'est de diffuser, de le vendre à l'étranger. Donc, voilà, moi, c'était mission qu'on m'a chargé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en cette année 2019, on a 8 projets qui diffusent à l'étranger. Donc, c'était une évolution. Et aussi, c'est aussi grâce à l'intérêt, surtout en Chine et en Asie, sur les projets produits par Branly. Par exemple, cette année, on a une exposition océanique qui est présentée au musée de Shanghai, qui vient de terminer. Et puis, actuellement, à Taïwan, on a 2 projets. Un projet sur tatou et un autre projet sur masque. En 2009, quand on commençait à travailler pour constituer un réseau partenariat avec les musées chinois, qui c'était vraiment pas évident parce que vous savez, parce que à l'époque j'ai rencontré mon homologue à Beaubourg. C'était très intéressant comme discussion parce que pour lui, la première discussion sous table, c'est le prix de l'exposition. Picasso, surréaliste, évidemment, le premier sujet des Chinois de dire mais combien ça coûte. Et quand vous proposez un projet là africain ou Océanie sous table, c'est moins évident. Voilà. Donc le prix c'est surtout pas le premier sujet. C'est très intéressant parce que j'ai vraiment participé à ce développement. Évidemment, derrière, il y a quand même volonté du musée, volonté du président du musée qui dit que c'est très important pour nous d'aller vers ce marché, surtout en Asie. En 2013, on a réussi, c'était en 2011, on a réussi à convaincre le musée de Shanghai de prendre une exposition du musée Quai Branly. Le choix, c'était sur l'art africain. Parce que la Chine n'a jamais, en fait, le musée chinois n'a jamais présenté une grande exposition sur l'art africain. Cette exposition a eu lieu en 2013 au musée de Shanghai. Flow Congo, vous avez eu l'affiche et voilà l'exposition. Donc c'était vraiment la première exposition sur l'art africain en Chine, qui est intéressant parce que finalement, vous avez eu tout à l'heure la première collection publique l'art africain du musée national de Chine, je crois. La photo vient de François, donc vous pouvez vous raconter après. Ce qui est intéressant, je sais, la photo, il est passé, vous avez vu la photo de Flow Congo en 2013. L'affiche, c'était le masque de Branly, de collection de Branly.
sur une savane, je crois, la brousse. Parce que imagine, dans l'imaginaire des Chinois, l'art africain, c'était dans ce contexte. Je me souviens, à l'époque, j'étais convoyeur. Quand je suis arrivé à Musée de Shanghai, le scénario est presque prêt. Et donc, on a 2 semaines d'installation. Donc, je suis arrivé. Voilà, j'étais réaction comme je vous fais. C'était, les vitrines, c'était avec des maisons avec des toits empaillés. Et je pense que c'est une évidence à l'époque pour le public chinois de comprendre qu'est-ce que c'est l'art africain. Parce que vous connaissez le musée de Quai Branly, voilà, vous arrivez, ce contexte, contextualisation c'était pas prioritaire au musée parce que voilà, la priorité c'est quand même la beauté, le voileur et la collection historique de cette pièce. Et cette année, on a réussi à présenter un 2e projet dans le même musée, avec même l'équipe, musée de Shanghai, sur l'art de l'Océanie. Donc c'est la collection Pacifique du musée de Quai Branly. Vous avez vu la photo, c'est complètement différent. Ça pourrait être une exposition de Branly en fait, ce qu'ils ont fait au musée de Shanghai. C'est exactement ce que nous, en Branly, comment on voit, notre concept sur la façon de présenter l'objet, ce côté, la beauté esthétique, le côté plasticien des pièces qui prime, qui est très important. Et c'est à travers ça, on peut raconter une histoire intéressante aux enfants, au public. Et donc c'était vraiment impressionnant pour nous. Parce qu'on s'est dit, cette équipe, ils sont incroyables. Ils sont incroyables parce qu'une façon de apprendre et d'apprendre un sujet au bout de 4 ans, un changement radical. Voilà. C'était vraiment très, très, très intéressant. Et surtout, je trouve qu'avec cette équipe-là, ils sont beaucoup plus forts, c'est qu'ils sont allés beaucoup plus loin sur la médiation. De façon comment on raconte, on fait la médiation autour de ces pièces avec le public. C'était très très original parce qu'il vous savez, là j'ai raconté une histoire. Ils ont créé un écran juste à la sortie, un écran tactile en sortant de l'exposition, à la sortie de l'exposition. Donc avec cet écran, vous pouvez jouer la forme de pièces avec sa fonction et des publics chinois l'adorent ça en fait. Et c'est une façon de dire que bah voilà, vous avez vu ce beauté de pièces parce que moi finalement j'ai vu tous les critiques internet des publics chinois sur cette exposition. C'est assez impressionnant parce que finalement c'est un art, la forme, la collection, le fait de collectionner ce genre de pièces qui est pas familier pour les Chinois, mais je trouve que alors il y a entre 2013 et 2019, je trouve qu'il y a un phénomène intéressant, c'est qu'en 2013, à l'époque, je pense que dans le même marché, le plus important pour le marché chinois ou asiatique, c'est le tableau impressionniste, Rodin, de sculptures de Rodin qui marchent très bien et voilà, qui vont très cher. Et en 2019, je pense que si j'ai une discussion avec un directeur du musée ou une directrice d'exposition chinoise qui va me dire, écoutez, je trouve que votre projet est vraiment intéressant parce que moi, les publics cherchent autre chose. Parce que ce même public-là, il y a 10 ans qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, ce public-là, ils ont déjà voyagé. Ils sont venus en Europe, ils sont venus à Paris, ils visitaient beaucoup de musées. Donc, finalement, en rentrant en Chine, peut-être ils cherchent autre chose que l'art classique ou moderne européen. Donc ça, finalement, je trouve que nous, c'est une chance pour Branly et on est vraiment suit ce courant-là, arrivé à concrétiser pas mal de projets avec les musées chinois. Oui, je voulais revenir sur la question de la muséographie parce qu'effectivement,
Comme Fred l'a rappelé, il y a un phénomène d'internationalisation, on pourrait dire, qui s'est fait, et donc une muséographie qui, dans un certain nombre de cas, est relativement identique à ce qu'on pourrait observer un peu partout dans le monde. Et en même temps, il y a quelque chose qui est une spécificité, on pourrait dire, à l'exposition, à la muséographie en Chine. C'est-à-dire que très clairement, pour présenter les cultural relics, si on en a vu quelques photos, on est dans une atmosphère qui est assez sombre, avec des vitrines qui sont souvent calibrées de la même manière, notamment d'ailleurs aussi pour accueillir des rouleaux ou pour accueillir des paravents, ce qu'on retrouve dans toute une muséographie asiatique, au Japon aussi, avec des très grandes ouvertures. Et donc, on est dans une atmosphère qui est plutôt propice au recueillement, on pourrait dire. Et puis, on a une muséographie qui est plutôt liée à des parties historiques. Donc, quand on parle de l'histoire de la Chine, où là, en revanche, on est dans une diffusion de toute une série d'autres lieux. Il y a des objets, mais il y a aussi des statues, des dioramas, des manipulations, toute une série parfois de sculptures en bronze qui représentent un certain nombre d'éléments. Et on est dans une muséographie très, très ancienne liée, on pourrait dire, à beaucoup d'utilisation du document. Beaucoup de textes, parfois très bien travaillés, avec véritablement un graphisme, on pourrait dire, chinois. Et en même temps, une résurgence, on peut le voir encore, beaucoup de rouge par exemple, qui est ce lien notamment évidemment avec le parti, qui très clairement est partiellement lié à une muséographie qu'on retrouvait en Union soviétique à une certaine époque, et donc qui est on pourrait dire une descendance d'un phénomène qui s'est observé justement à la création de l'Union soviétique, qui a transformé une partie du musée avec une approche beaucoup plus centrée sur le document, l'utilisation des objets comme autant de documents, avec des textes, des citations, etc. Et c'est partiellement ce qu'on retrouve avec une histoire qui est très largement liée au parti, évidemment, qu'on retrouve dans beaucoup de musées d'histoire. Alors, je reviens un instant sur les deux ensembles d'expériences du musée de Tchernouski et du musée du Quai Branly, où on a assisté à travers ces différents projets d'exposition à la fois à un décloisonnement thématique, plusieurs départements du musée de Shanghai qui apprennent en quelque sorte à travailler ensemble, enfin ce qu'ils n'avaient pas trop l'habitude de faire, ou des musées qui s'ouvrent à d'autres cultures. Mais est-ce que vous avez le sentiment que, au-delà de ces coopérations avec des musées français, il peut y avoir aussi d'autres musées occidentaux, mais est-ce que ça a un impact au-delà de ces opérations dans le cadre des coopérations? Est-ce que ce travail de décloisonnement, est-ce que c'est quelque chose qu'on constate, qui commence à, peut-être pas à se généraliser, mais à se diffuser un petit peu, et puis peut-être au-delà du cas de Shanghai, qui est un peu une vitrine, mais qui n'est pas forcément représentative de toute la Chine? Alors, justement, au moment même où on avait inauguré l'exposition à Paris et où le directeur du musée de Shanghai était venu pour inaugurer l'exposition Parfums de Chine, le musée de Shanghai était à une étape déjà assez avancée de la conception d'une antenne, ou plutôt, il faudrait peut-être mieux dire d'un nouveau bâtiment pour le musée de Shanghai. Alors c'est vrai que ça participe d'un phénomène qu'ont connu la plupart des grandes villes de Chine, à savoir que l'expansion urbaine, la croissance économique ont permis de quitter l'ancien musée, avec souvent un peu à l'étroit, avec un bâtiment un peu ancien, pour avoir des surfaces bien plus importantes, des équipements beaucoup plus modernes. Mais souvent, on quittait son ancienne coquille et on l'abandonnait. Tandis que le musée de Shanghai a la chance de conserver son bâtiment que peut-être vous connaissez sur la place du Peuple, un endroit très, très central, et aussi de développer un autre bâtiment encore plus grand, encore plus beau, et qui contiendra des galeries qui ne seront pas des galeries fondée sur l'étude d'un matériau de manière exclusive. Donc, c'est ce que m'ont dit les collègues au moment où on inaugurait. Ils nous ont dit, le travail qu'on a fait ensemble nourrit notre réflexion, et il y aura des galeries
qui seront consacrées à la culture lettrée et qui seront des galeries avec une approche décloisonnée où on partira de la vision lettrée, donc une vision beaucoup plus ancrée dans la tradition chinoise, pour aborder toutes sortes d'objets. Et donc, ces deux types de galeries seront complémentaires. Donc là, on voit que l'expérience, elle est vraiment très riche et moi, je suis impatient de voir ces galeries. Alors, une autre caractéristique, c'est que la Chine, mais on pourrait le dire aussi d'autres pays asiatiques, c'est que dans les musées en Chine, on trouve de l'art chinois, principalement. De même que il y aura peut-être, je dirais qu'en Asie, que le Japon qui fait partiellement exception, puisqu'on va trouver de l'art coréen en Corée, de l'art indien en Inde, mais là, les expériences du Quai Branly montraient aussi une ouverture à d'autres cultures non chinoises, non asiatiques. Est-ce qu'au-delà des expositions, il y a des collections qui commencent à se constituer? Oui, en fait, là c'est ce que j'ai évoqué. La première chose, c'est que bon, après la qualité de collection, je peux pas en juger, mais la preuve, c'est que 2013, il y a une première exposition de l'art africain au musée de Shanghai, qui vient de Branly, voilà. Et en 2 ans après, il y a une collection au musée national de Chine sur l'art africain. Je crois que c'est une collection privée qui a fait l'objet d'une donation au musée de Chine. Bon, je trouve qu'il y a ce genre de l'ouverture. Alors, je reviens sur un autre projet très concret. C'est à Taïwan. Musée national du Palais, vous savez, tous les trésors après la guerre civile, c'est une grande partie de ces collections qui part à Taipei. Donc, c'est un musée très, très important qui est planté à Taipei depuis 49. Récemment, au musée du Palais, ils ont créé, un peu comme le musée de Shanghai, un autre bâtiment, mais il n'est pas dans la même ville. C'est dans le sud de Taïwan, dans une ville qui s'appelle Jiayi. Ce l'antenne du musée national, du musée du Palais, il s'est dit, moi, je fais plus, je veux pas, je fais plus ce bâtiment-là, je fais pas la collection chinoise parce que je l'ai déjà à Taipei. Pour attirer, bon, parce que il faut savoir qu'il y a Thierry a quand même une politique culturelle de l'État taïwanais, de dire que aujourd'hui 25% de nouveau-nés issus des parents mixtes, c'est-à-dire souvent le mère l'origine philippine et indonésienne à Taïwan. Il y a quand même 25%, hein, c'est beaucoup. Donc en fait, l'État s'est dit bon, si on crée un autre musée, on va commencer à travailler sur la collection l'Asie Sud-Est. Et c'est vraiment, je trouve, c'est un cas vraiment intéressant de dire que, on croit politique culturelle dans l'État, comment y aller enrichir sa collection de nations. Et je trouve que la Chine, sûrement, dans petit musée province, ils commençaient à collection aussi les pièces indiennes ou même l'art japonais, mais c'est assez mineur, je crois. Non, mais c'est vrai que ça apparaît un peu paradoxal en quelque sorte. C'est-à-dire que si vous allez à Londres, à New York ou vous restez à Paris, forcément vous voyez le monde. Et en quelque sorte, le musée européen a été conçu pour visiter le monde, en quelque sorte. Or, très clairement, ce qu'on observe comme collection, évidemment, en Chine, les grandes collections, c'est d'abord des témoins archéologiques chinois, des reliques culturelles. Et c'est vrai que, quand on pose la question en se disant, est-ce qu'il y a des collections? Il y en a quelques-unes, mais elles sont très rares par rapport, évidemment, à ce qui est la présentation de ces collections chinoises. Et forcément, ça dit quelque chose
chose sur l'ouverture pendant très longtemps du pays, qui était d'abord centré, on pourrait dire, sur une civilisation qui était conçue et reconnue comme étant la civilisation la plus importante pour les Chinois, etc. Alors, c'est vrai que depuis quelque temps, il y a cette ouverture, on pourrait dire, mais qui est encore relativement faible. Et c'est vrai que il y a la collection d'art africain dont vous avez pu voir quelques photos, dont la qualité est assez curieuse, évidemment, et qui amène, évidemment, qui est en contraste par rapport à des grandes collections, on pourrait dire, africaines qu'on peut observer à Paris ou ailleurs, mais qui témoignent, évidemment, d'une volonté assez récente de s'intéresser ou de commencer à s'intéresser finalement à la culture des autres. Mais c'est un des points qui relève, on pourrait dire, du paradoxe, effectivement, par rapport justement au phénomène muséal tel qu'on le connaît en Occident. Mais justement, je fais peut-être une petite parenthèse sur ce point, mais on connaît le dynamisme du marché de l'art chinois, des acteurs chinois sur le marché de l'art en Chine, proprement parlé, à Hong Kong, mais également sur le marché international, mais aujourd'hui, essentiellement dans le domaine soit de l'art contemporain, soit de l'art chinois classique. Et d'ailleurs, il y a un phénomène qui est très intéressant, c'est de voir quand il y a les grandes ventes d'art chinois à Londres ou à New York, le nombre d'acheteurs chinois qui viennent surtout s'il y a des pièces, notamment des porcelaines, avec un bon pédigré d'une collection du 18e ou du 19e siècle en Europe. Là, ça offre beaucoup de garanties d'authenticité, parce qu'il y a beaucoup de faux aussi dans ce domaine. Donc, on sait aujourd'hui que s'il y a une merveilleuse porcelaine avec une marque impériale qui passe sur le marché, les musées européens ou américains n'ont quasiment aucune chance de l'avoir. Ce sont les acheteurs chinois qui le font parce qu'ils ont les moyens, et aussi avec parfois une logique de retour au pays. Il y a une dimension nationaliste Mais si on voit, ce qui n'est pas encore le cas, un certain nombre de collectionneurs chinois s'intéresser aussi à des objets d'autres cultures, eh bien là, je crois que les musées occidentaux vont avoir des cheveux blancs à se faire en termes d'acquisition dans les années à venir. En tout cas, ça n'est pas encore arrivé, mais c'est quelque chose qui pourrait survenir. Oui, non, mais c'est une tendance qui est encore qui n'est qui ne fait que frémir pour le moment, mais je pense que ça risque d'être une des grandes tendances des prochaines décennies. Alors peut-être avant de partir dans ces visions d'horreur pour les musées occidentaux, voilà. On va peut-être dire un petit mot des publics aussi, des collections, parce que donc ces musées, ils sont non seulement très nombreux, mais ils sont également très fréquentés. Et avec certains musées qui sont gratuits et d'autres qui ne le sont pas du tout, mais malgré tout, ils sont très fréquentés. C'est-à-dire comme beaucoup de lieux, évidemment, en Chine, pays très peuplé forcément, et donc de la fréquentation, enfin que ce soit la fréquentation d'un aéroport, d'une gare ou d'un musée, ça amène des flux qui sont absolument considérables. Et c'est vrai que c'est aussi le premier choc qu'on peut avoir quand on voit des musées. Enfin, je me souviens par exemple du musée de la ville de Pékin qu'on a pu observer, qui avait été co-construit avec Jean Nouvel, qui est 2 fois plus grand que la Villette, je pense, au moins, où forcément on se rend bien compte qu'ils sont conçus pour des millions de visiteurs. La Cité interdite a été longtemps adapté pour un maximum de 16 millions de visiteurs. Je pense qu'on est plutôt maintenant, si j'ai entendu, autour de 20. Et ça veut dire donc des flux qui peuvent être on avait fait le calcul, 60 000, 80 000 visiteurs par jour, ce qui amène donc une logique de flux qui est tout à fait importante et qui est nécessaire, qu'il est nécessaire d'intégrer, mais qui passe donc par des architectures absolument énormes.
Ce qui amène tout de suite la possibilité, et c'est vrai que c'est un des lieux, que ce sont des lieux qui sont très fréquentés. Il faut toujours montrer sa carte d'identité quand on entre, si le musée est gratuit, ou son passeport. Hein. Alors, ça signifie, ça c'est assez fascinant, parce que j'avais organisé un colloque et j'avais des spécialistes des études publiques européens, et qui étaient assez fascinés, parce qu'en fait, ça veut dire que pour quelqu'un qui cherche à évaluer les visiteurs, on sait exactement qui est dans le musée. Et donc, en matière de big data, de gestion, on sait exactement quelles sont les professions des gens, etc. Donc, il y avait certains chercheurs qui trouvaient ça absolument extraordinaire, ce qu'on ne pourrait pas faire ici, évidemment, de savoir exactement en temps et en heure qui reste et où, etc. Mais très clairement, c'est vrai que on est dans une fréquentation qui est assez importante, qui semble en tout état de cause assez importante. Maintenant, par rapport à d'autres lieux, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Je pense qu'effectivement, le musée est intégré en quelque sorte aux activités culturelles, mais c'est pas non plus une activité qui apparaît aussi naturelle que la fréquentation d'autres lieux, je pense. Ça, c'est un des points qui est difficile pour moi de cerner, même si bien entendu la fréquentation est toujours extrêmement importante, a fortiori évidemment dans les grands musées nationaux, mais aussi dans des villes de province où on voit que très clairement c'est une visite qui se fait en famille ou entre amis, etc. Alors, ce public, il vient voir des collections, mais aussi il consomme dans le musée. Notamment, il achète des produits dérivés. Donc, ça génère un marché particulier du produit dérivé qui n'est pas forcément comparable à celui qu'on peut connaître en Europe. C'est aussi... il y a évidemment des politiques publiques qui ont été pensées pour les musées et qui sont vraiment importantes, qui ont changé la vie des musées. À l'instant, on a parlé du public et c'est vrai que la gratuité dans les musées publics n'est pas très ancienne en Chine. Elle a complètement modifié les habitudes. Et l'une des autres orientation récente et très importante, c'est justement l'idée que cette culture, elle doit être aussi inspiratrice. Alors, c'est des choses évidemment qui sont au cœur des débats en Chine aujourd'hui, et d'ailleurs comme ailleurs dans le monde, c'est comment créer de l'innovation, comment être innovant, et justement l'idée c'est d'être innovant en allant chercher au sein du musée des choses qui vont permettre de créer des objets qui, du point de vue du design, qui du point de vue de l'art, et qui du point de vue aussi, bien sûr, industriel, vont être des choses tout à fait significatives. Alors, on voit par exemple que dans l'architecture intérieure des nouveaux musées, comme par exemple le musée qui a été créé sur le site de l'ancienne... de la célèbre pagode de Nankin, pagode disparue. Aujourd'hui, donc, les espaces laissés pour la mise en valeur de produits dérivés est tout à fait considérable, et aussi la gamme de prix montre qu'on est tout à fait optimiste sur la capacité d'un visiteur de musée à aller assez loin, jusqu'à 10 fois le prix du billet facilement, pour se faire plaisir avec un objet créatif. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, et c'est quelque chose aussi, si vous avez voyagé en Chine, que vous avez peut-être remarqué, c'est que maintenant, tous les aéroports dans les grandes et moyennes villes ont tous la boutique du musée. Le grand musée provincial a toujours sa boutique dans l'aéroport. Donc là aussi, il y a un relais puissant pour toutes ces créations qui sont liées à l'objet de musée. Est-ce qu'il y a des musées ou des expositions dans les aéroports? Pas à ma connaissance. Non. Ah, comme quoi, donc il faut aller à Roissy pour ça. Sur le public, est-ce que vous voulez encore intervenir sur d'autres aspects? Voilà, j'ai peut-être un petit point à ajouter sur le fait que l'aéroport, c'est vrai que même l'aéroport de Shanghai à Pékin, vous avez vraiment la boutique de musée de Shanghai ou tous les grands musées cités interdits à Pékin. En même temps, je peux comprendre le public chinois quand il vient au musée. Je pense que c'est pour eux, c'est tout à fait logique de ramener quelque chose.
en rentrant, en souvenir. Et ce souvenir, ça transcrit sur un objet. En revanche, ce qui est, parce que j'ai eu une discussion avec la directrice du boutique du musée de Shanghai, je me dis, mais alors, qu'est-ce qui marche mieux chez vous? Comment vous développez votre produit dérivé, qui est très, très important d'ailleurs, hein. Qui dit, en fait, aujourd'hui, il peut plus vendre un truc très classique comme un mug. Le public cherche quelque chose d'original et créatif. Je crois en chinois, on a un nouveau terme qui dit ça, Wenchuang Chanpin. C'est le produit, comment on traduit ça en français? Eric, Wenchuang Chanpin. Oui, c'est intéressant parce que dans ce mot qui vraiment est beaucoup plus beau que produit dérivé, hein, c'est vraiment... Tout à fait. Beaucoup plus valorisant. C'est beaucoup plus valorisant, effectivement. On trouve dedans le mot wen, qu'on a déjà entendu tout à l'heure dans Wenwu, donc tout ce qui est porteur de culture, surtout avec une dimension un peu lettrée ou littéraire, comme souvent en Chine, hein. Donc Wen Xue, la littérature, Wen Zhen, le lettré, ces fameux lettrés qui ont eu tellement d'importance. Et là, évidemment, on retrouve ce mot Wen Chuang pour désigner ces objets d'art. Qui sont ces objets d'art, ces nouveautés artistiques qu'on propose dans les musées. Juste peut-être aussi un élément supplémentaire par rapport à ces produits dérivés. D'abord, c'est effectivement qu'il y a un art du packaging, du design qui s'est développé de manière considérable en Chine et qui amène évidemment le développement de la qualité de ces produits. En même temps, il y a peut-être un frein qu'on ne retrouve pas dans tous les musées, c'est la Cité Interdite ou Shanghai qui a développé tout un réseau très important, mais qu'on peut retrouver dans beaucoup de musées qui en fait ne touchent pas véritablement les recettes de leur boutique. Ce qui veut dire que si l'argent de la boutique se développe, l'argent va entrer, on pourrait dire, dans le budget général. Et très clairement, en fait, il y a aussi une question qu'on retrouvait aussi à certaines époques en France, hein, dans la gestion des musées, qui fait que vous n'êtes pas amené non plus à très largement valoriser les choses et à développer beaucoup plus si vous ne pouvez pas retrouver en quelque sorte l'argent, récupérer l'argent, les bénéfices des ventes, etc. Et dans beaucoup d'établissements, l'argent de la boutique, il est intégré, pourrait-on dire, aux recettes générales et donc il ne revient pas directement sur le musée. Si on peut envisager dans les années à venir des transformations justement au niveau de la gestion même des musées, qui n'est pas encore non plus extrêmement développée, on pourrait avoir des évolutions encore plus considérables à mon sens. Alors, heureusement, le public n'est pas là que pour consommer des produits dérivés. Je ne me lancerai pas dans la prononciation du mot que tu as énoncé. Le sanskrit, ça va, mais le chinois, non, malheureusement. Mais le public, il est quand même d'abord là pour voir des œuvres. Et donc, est-ce que vous avez le sentiment que, avec ce développement des musées en Chine, il y a aussi une évolution des formes de médiation? Ou est-ce qu'il y a une médiation particulièrement adaptée à un public aussi nombreux de mon côté, en fait, ce que je peux dire, c'est que je trouve que les musées chinois, surtout ceux avec qui on travaille, prennent plus en plus l'important sur l'effet de médiation. Il y a 10 ans, peut-être, voilà, ils présentaient une exposition et ça suffit. On passe pour la prochaine étape. Aujourd'hui, quand on présentait une exposition qui vient de l'étranger, ils vont avoir tous les services du musée qui soient concernés pour organiser un colloque, pour produire un catalogue d'exposition, mais en même temps un livre très scientifique sur le sujet comme Océanie. Et on va faire des produits dérivés. Et en même temps, on a une équipe de médiation, exactement ce qu'on organise à Paris, hein, le service de public qui travaille sur un programme de 3 mois. Ça, ce que je n'ai pas vu vraiment il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très commun.
Mais là, en l'occurrence, vous avez l'impression que c'était lié au fait que le musée du Quai Branly présentait des objets non chinois, où il y a besoin effectivement d'une explication plus importante. Mais est-ce que cette médiation, elle existe aussi dans des musées dont les collections sont plus familières au public chinois? À ma connaissance, oui, c'est-à-dire en tout cas qu'il y a des services pédagogiques avec toute une série d'activités, avec des ateliers, etc. Donc qui ne diffèrent pas beaucoup, on pourrait dire. Il y a, comme je le disais il y a quelques minutes, je dirais une muséographie qui privilégie un certain nombre d'éléments de médiation au niveau justement de panneaux, etc. qui sont là très très en évidence, on pourrait dire. Pas pour ce qui concerne je dirais les reliques culturelles, mais en revanche, dans toute la logique des musées d'histoire, on pourrait dire, et notamment de l'histoire ancienne ou contemporaine. En parallèle, et ça c'est un des points peut-être sur lequel on peut avoir le plus, je dirais, on peut percevoir le plus l'inventivité technologique. Alors, autant, en revanche, là, je ne peux pas voir, je n'ai pas pu tester les applications qui étaient sans doute en chinois, et en tout état de cause, là, mes modestes moyens ne me permettaient pas du tout d'en saisir l'opportunité. Mais il y a des dispositifs numériques assez étonnant et assez fascinant, avec des grandes tables qui visent justement à retravailler. C'est-à-dire que à ce niveau-là, de l'utilisation des ressources numériques, il y a, je pense, effectivement une longueur d'avance qui est en train d'être prise par beaucoup de musées chinois. Oui, pour citer des exemples, on voit par exemple à la Cité interdite à Pékin des modélisations d'architecture ancienne vraiment de très grande qualité, et aussi une autre force de la muséologie chinoise, c'est la tradition archéologique. Un grand nombre de gens de musée ont été formés en tant qu'archéologues, et du coup, dans la mise en valeur des objets, dans l'intérêt pour le contexte dans lequel l'objet a été découvert, là, il y a vraiment des choses formidables qui sont faites. Je pense par exemple au musée provincial de la province du Hebei, à Shetiazhuang. Vous avez une tombe très célèbre qui était justement exposée pour la première fois à Paris en 1973, et grâce à des moyens de modélisation, vous rentrez tout de suite, dès les premiers pas, vous rentrez à l'intérieur de la tombe. C'est tout à fait saisissant, et c'est aussi très adapté au jeune public. Donc il y a quelques lieux comme ça qui ont tout bon. Oui. J'en viens maintenant à un autre aspect. On a évoqué tout à l'heure rapidement le fait que le Musée national du Palais de Taïwan a ouvert il y a quelques années ce qu'ils appellent le Southern Branch en bon français. De même, le Musée national du Palais, mais cette fois de l'autre côté, à celui de Pékin, doit ouvrir prochainement aussi une annexe à Hong Kong. Donc on voit dans les deux cas, il y a une extension territoriale de ces deux grands musées nationaux, avec sans doute des logiques assez différentes entre Taïwan et la République populaire de Chine. Surtout, bon, là on touche à une actualité brûlante s'agissant de Hong Kong. Mais au-delà de ce cas particulier, il y a quand même, on voit aussi le musée qui est un acteur dans la politique territoriale et la politique de la ville, avec la création aujourd'hui de musées dans des quartiers nouveaux, dans des bâtiments, soit des bâtiments nouveaux qui peuvent être des grands morceaux d'architecture, ou bien des réhabilitations de bâtiments préexistants, et notamment de bâtiments à vocation industrielle, et ces nouveaux musées se trouvent souvent au cœur de nouveaux quartiers en développement dans les villes. Donc peut-être qu'on peut aussi aborder cet aspect qui en plus n'est pas, je crois, tout à fait déplacé à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je sais pas qui veut... Je peux commencer en disant effectivement de toute façon aussi que ce phénomène-là, on l'observe de manière générale. Au départ,
c'est une tendance que depuis les années 1980, on peut observer l'idée que le musée sert aussi à la revitalisation d'un quartier en déshérence, d'un ancien quartier industriel, etc. Et très clairement qu'on a pu observer à ce moment-là dans l'urbanisation des villes en Chine, c'est-à-dire très clairement, on développe un certain nombre d'infrastructures culturelles, et notamment le musée qui s'est développé et qui s'est présenté de plus en plus comme un symbole, on pourrait dire, un symbole de réussite, un symbole d'attractivité en quelque sorte territoriale. D'où aussi d'ailleurs des architectures de plus en plus spectaculaires et extrêmement fortes telles qu'on peut les voir dans toute une série de villes, ou bien parfois aussi dans des lieux qui sont presque au milieu de nulle part, en tout état de cause pour l'instant. Oui, c'est vrai que aussi, parfois, étant donné l'ampleur du boom urbain en Chine, on voit que que le centre de la ville se repense lui-même dans un nouveau territoire, et cela donne parfois lieu à la création d'un musée qui est jouxté par la grande bibliothèque de la ville, jouxté par le musée de sciences, et autour d'une place, l'opéra. Et donc là, on recrée un grand ensemble culturel. C'est quelque chose d'intéressant. Et peut-être aussi quelque chose qui nous est moins familier en France, mais qui existe aussi en Chine, peut-être avec des références anglo-saxonnes. C'est le musée universitaire, avec des réalisations magnifiques. Le musée de Mario Botta à l'université de Tsinghua, dont l'exposition inaugurale était avec les manuscrits de Léonard de Vinci. Là, ces derniers jours, il y a le musée de l'université du Zhejiang qui vient d'ouvrir. Donc je crois qu'il y a là aussi encore un autre espace de développement pour les musées en Chine. Et là, en termes d'architecture, est-ce que dans les créations de musées, il y a une sorte de compétition aussi à la création la plus frappante, la plus innovante? Est-ce qu'on fait venir les starchitectes, comme on dit, par un néologisme assez peu heureux? Globalement, oui. C'est-à-dire évidemment que la possibilité pour un pays, et pour un architecte d'avoir un contrat extrêmement important n'est pas si fréquente, pourrait-on dire, a fortiori quand il s'agit de créer des infrastructures aussi vastes. Donc, il y a eu toute une série de concours qui ont été ouverts à l'international, dont toute une série d'architectes internationaux qui sont venus pour construire des musées. Et puis, il y a maintenant une architecture chinoise avec des valeurs de plus en plus importantes qui sont en train, évidemment, d'émerger. Au même titre, finalement, que ce qu'on avait pu observer à partir des années 80 avec le Japon, où on a eu un grand nombre d'architectes qui se sont fait un nom, notamment à travers la création de musées absolument sublimes, etc. Ici, ce qu'on observe, c'est effectivement, alors c'est un petit peu la difficulté, c'est-à-dire des infrastructures absolument spectaculaires, mais qui parfois n'ont pas non plus justement de collection ou pas assez de collection, et donc qui peuvent être assez rapidement des coquilles vides. Et ça, c'est un des points qui est potentiellement problématique et qui amène parfois des désaffections du musée, ce qui n'est pas aussi simple non plus, du fait justement de la multiplication en très peu de temps du nombre de ces infrastructures. On a parlé... On a fait allusion à la politique nationale plusieurs fois, mais les politiques régionales, avec des régions qui sont souvent plus peuplées que la France et avec aussi des moyens très importants, c'est sûr que les politiques régionales favorisent justement le type de rivalité dont tu parlais, avec là pour le coup des musées qui ont des collections très importantes, d'importants moyens, et peut-être qu'aujourd'hui la course au plus grand musée s'est peut-être un petit peu calmée, mais je vois que il y a une dizaine d'années encore, j'entends encore le directeur du musée provincial du Shandong qui disait le musée municipal de Pékin, c'est vraiment trop grand. Le directeur m'a dit quelle était la note d'électricité.
nous, on fera jamais ça. Et effectivement, 5 ans plus tard, il m'accueillait dans un hall encore plus grand, encore plus large, encore plus brillant. Et donc, il n'avait pas eu les moyens à lui tout seul de freiner cette ambition. Donc, pardon, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que la demande, elle est plus portée par les politiques, plus que par les professionnels de musée sur ce type d'équipement. Je pense que quand on est effectivement dans la ville chef-lieu de province, pour le musée provincial, il y a effectivement ils sont portés par la politique régionale. Juste une réflexion sur l'architecte, en fait. Les musées en Chine, surtout les musées, le public avait concours à l'architecture. Je trouve qu'il y a un deux phénomènes qui est intéressant et c'est vraiment... il y a 10 ans, on sait qu'il y a beaucoup de musées, l'architecte aujourd'hui très connu comme Wang Shu. Je pensais aussi à Liu Jiaqun. Je pensais à Zhu Pei de Pékin. C'est aujourd'hui les grands architectes majeurs. Sachant que tous ces architectes, ils ont tous commencé par de petits projets, de petits musées en province, en fait. Et ce sont vraiment le projet, pour moi, comme celui de Wang Shu, c'est quand même le projet le plus remarquable aujourd'hui de son carrière. Ce genre-là, après, je pense qu'il y a une grande vague en Chine de dire que bon, il faut qu'on cherche des gros projets, grands noms, Jean Nouvel, le piano, de faire ou Ezo de Moron, de faire un grand objet qui doit être vu, voilà. Mais c'est vrai que je rejoins aussi que moi, je trouve que ce phénomène-là, aujourd'hui, il est un peu passé, en fait. C'est-à-dire que là, tout ce qui est en train de construire à Shanghai, il ne va pas chercher tout à fait un tout de grand, mais ce tendance de dire que je voudrais un bâtiment qui fonctionne très bien et de qualité. Et ce qui est en train de passer à Shanghai, hein, j'ai l'impression que là, il y a un projet qui fait par Jean Nouvel à Pudong, ou autour de Beaubourg, dans tout un quartier à Shanghai qui est en train de construire. Ce sont des projets qui sont en train de faire, mais pas trop gros, mais de qualité. Donc c'est quelque chose que je trouve c'est très intéressant sur une réflexion sur l'architecture, cette évolution. Il y a peut-être un phénomène aussi qu'on va observer dans les années à venir, c'est que vous parlez tout à l'heure des musées japonais. Effectivement, il y a une grande... les musées au Japon dans la seconde moitié du XXe siècle ont été un lieu de création architecturale extrêmement innovant. Et puis, on avait aussi des architectes japonais créer des musées hors du Japon. Et je pense notamment les 2 dernières grandes créations de musées en France, le Louvre-Lens et le Centre Pompidou-Metz, sont faits par des architectes japonais. On ne voit pas encore tellement d'architectes chinois intervenir sur des musées à l'étranger, mais enfin, si j'exclus Paye, évidemment, mais enfin, mais oui, non, c'est pas rien, mais il était aussi en partie de culture américaine. Enfin, en tout cas, il y a fait une partie de sa carrière. Mais c'est un peu, Paye enfin, sauf erreur de ma part, est un petit peu l'exception pour l'instant dans ce domaine. Mais il y a certainement un décalage aussi entre l'influence, la construction sur place. Alors, il faudrait faire une étude un peu plus fine, hein, pour voir à quel moment, justement, après le développement des musées au Japon, on a pu voir un certain nombre de... Je pense par exemple à Tadao Ando qui assez rapidement a fait quelques créations, mais c'est assez rapidement, c'est quand même facilement 10-15 ans plus tard. Or, effectivement, le phénomène, c'est surtout à partir des années, on pourrait dire 2010, qui s'est développé. Donc, on est à peine avec une dizaine d'années de recul. On pourrait tout à fait imaginer que dans les 5 à 10 ans à venir, il y ait quelque chose d'un peu différent. Mais il faut aussi voir quelle est la volonté de la Chine de promouvoir un certain nombre de choses, ce qui pour moi est complexe à percevoir dans les années à venir. Mais c'est sûr qu'il y a eu, entre guillemets, un soft power japonais qui s'est développé à partir notamment de l'architecture, etc. Reste à voir comment ces éléments vont être développés dans le futur. Cela étant, je pense que le musée de Dakar a été créé par un architecte chinois.
Et je pense aussi qu'il y aura peut-être une présence de plus en plus croissante en Asie centrale, en Asie du Sud-Est, autour des projets des nouvelles routes de la soie, où on voit aussi dans ces pays le nombre de missions archéologiques chinoises qui s'accroissent, et donc on commence par la fouille, mais ensuite il y a la mise en valeur des produits de la fouille, et donc c'est peut-être finalement pas tellement en Occident qu'on va voir une présence de la muséographie chinoise, mais plutôt dans le reste de l'Asie, et effectivement en Afrique. Pour l'instant, le cas de Dakar reste un cas isolé, mais je pense qu'il y a aussi un avenir des musées en Afrique, et on sait à quel point la présence chinoise en Afrique est particulièrement importante. Oui, je pense à une micro-présence en Europe. C'est une partie du projet du Humboldt Forum à Berlin, et une partie de l'architecture intérieure est confiée à Wang Shu. Mais évidemment dans le cadre d'une relation très privilégiée des collègues spécialistes de l'art asiatique avec l'architecte. Alors, tout en vous écoutant, je garde un œil sur ma montre. Comme on m'a dit qu'il fallait à tout prix que nous ayons évacué les lieux à 20h30, il nous reste quand même quelques minutes pour pouvoir avoir des échanges avec la salle. Donc je vous propose de vous donner la parole. Je vais circuler le micro. Oui. Oui, on se débrouille. Bonsoir, donc merci pour cette présentation. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Wang Shu. Et moi, je vais vous poser une autre question. C'est la question de la matérialité dans l'architecture des musées. Parce qu'effectivement, Wang Shu est un superbe exemple de musée et de réemploi, en fait, qui est aussi la grosse question de l'architecture de demain. Parce que comment on peut réutiliser des matériaux ou des ressources dans la question de l'architecture du musée. Et je pense que je voudrais savoir s'il existe d'autres exemples en Chine ou s'il existe aussi des exemples en France de ce type de muséographie. Comme architecte, je veux bien répondre à une partie. Je vous sens un peu embêtée là. Je me permets. Oui, il y avait par exemple l'affiche que vous voyez, celle qui annonce le rendez-vous. C'est une ancienne usine qui est sur les bords du Huangpu à Shanghai, et qui est un musée fait par l'agence de Desshaus, merci. Et il a également un autre projet que je trouve extrêmement intéressant, la même agence, qui a été ouvert en 2013-2014, qui est le musée Long, également à Shanghai, sur les rives du Huangpu. Et ce qu'il a d'original, c'est qu'en fait, il a conservé ce qui était, en termes de réemploi, il faut être costaud, les piles du parking qui s'étageaient sur 2 niveaux. Et donc, à partir de la structure porteuse du parking qu'il n'a pas voulu démolir, il a monté ce qui est la structure porteuse du musée. Voilà les 2 exemples qui me viennent à l'esprit immédiatement, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a bien sûr à Pékin, et là je sens qu'il y en a qui vont pouvoir réembrayer, il y a Chitiopa 798, l'ensemble sidérurgique qui appartenait à l'armée, et qui sont des très très belles constructions que l'on attribue à un architecte du Bauhaus. Et là, je laisse la parole à qui veut pour parler de Chitiopa et d'Éric. Je ne sais pas si le projet original de Chitiopa, donc qui comprend tout, finalement presque aujourd'hui, presque un petit quartier, et qui, si au départ, au moment où il a été réinvesti finalement par les artistes, par les galeries, par l'art contemporain, par un certain nombre de musées privés, est-ce que la visée était justement... Est-ce que la visée était vraiment de faire du durable, ou est-ce qu'on était plus dans une logique de réhabilitation qui s'inscrivait peut-être dans un état un peu antérieur de la conscience écologique? Mais le fait est qu'effectivement, on a trouvé une nouvelle destination à ces bâtiments, à ces tracés de rue, que tout ça a été conservé. Bon,
c'est quelque chose que je pense la plupart de vous connaissent. C'est aussi un exemple très intéressant au niveau des premières et deuxième générations de musées privés, le démarrage de la fondation Ullens et le fait qu'elle puisse continuer à vivre sous une autre forme est aussi quelque chose d'intéressant pour voir justement que le lieu et le musée vit après que ses fondateurs aient passé la main. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis aussi, on voit d'autres... il y a par exemple le musée Moumou juste à côté, aussi des très jeunes collectionneurs qui se lancent et qui arrivent à introduire des personnalités comme Andy Warhol pour la première fois au public. Donc des choses vraiment très stimulantes, avec des dérives aussi commerciales, plein de choses, mais enfin tout ça est intéressant. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose ? Oui, juste un petit élément, c'est que j'ai le sentiment en tout cas que ce phénomène, il est quand même très largement limité à Shanghai et à Pékin, et que dans d'autres grandes villes, on retrouve plutôt l'appétit de construire des nouvelles architectures, etc. C'est un phénomène un peu particulier. Et Shanghai, par exemple, c'est la possibilité... Enfin, c'est une ville qui se différencie. Enfin, est-ce qu'elle ne se différencie pas de plus en plus, justement, d'un point de vue culturel, pour se présenter comme une métropole culturelle internationale et rejoindre, on pourrait dire, le grand réseau des grandes métropoles culturelles internationales, avec donc toute une série de logiques de réhabilitation, de petits espaces, d'un art totalement international et donc de règles totalement internationales comme on peut les voir. Alors là, je réagis aussi. Wuhan est sur le secteur depuis longtemps. Wuhan avec beaucoup d'anciennes structures industrielles, bien sûr. On va trouver la même chose également à Canton, mais bien évidemment, Shanghai est toujours en tête de liste. Mais on a la même chose qui se propage sur l'ensemble de la Chine. Et comme le micro t'est tendu, je te le retourne, si tu veux. Ça va ? Donc je repars vers les questions. Oui, en fait, ça marche ? Oui. En fait, je crois que c'est exactement le contraire. Pour moi, dans les régions, je connais moins Shanghai que les autres régions, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, dans chaque région a le souci de développer ses spécificités, de les montrer à son public, qu'ils ont une culture particulière qui n'est pas exactement la culture voulue par Shanghai ou disons la côte. Et moi, je vois par exemple Chengdu depuis 10 ans, mais c'est une révolution dans tous les domaines, que ce soit le musée de type classique, comme vous avez indiqué, que ce soit la mise en valeur des tombes, par exemple, que ce soit la mise en valeur des brasseries, des anciennes petites industries, des petites, de petit artisanat. Conservés dans les anciens bâtiments, sans reconstruction et sans démolition. Et puis des politiques, je la retrouve à Guiyang, je la retrouve à Kunming, le Chengdu, je me souviens pas trop. Mais donc je crois que ça fait partie de l'affirmation des spécificités régionales ou provinciales, je sais pas comment on peut dire. Ça me paraît vraiment très très important, avec beaucoup d'argent et un public qui est branché là-dessus. J'ai vu à Chengdu, mais les gens se précipitaient sur le nouveau musée municipal qui raconte toute l'histoire de la région, en commençant par la préhistoire, et vous montez au fur et à mesure de l'histoire et de la région, et avec des choses très originales. Par exemple, à chaque niveau, la librairie ou la partie où on vend aussi les produits dérivés présente des livres dans toutes les langues, y compris le français. C'est quand même assez extraordinaire, et à chaque fois des objets liés à l'étage historique où vous êtes. Donc, en plus, ça s'allie aussi avec une politique de librairie. Alors, j'ai plus en tête le nom de la chaîne de librairie qui refait toutes ces librairies dans la Chine, et chaque librairie démontre ou présente et construite comme par exemple, à Guiyang, pour expliquer mieux, la librairie reproduit le relief karstique de la région. Et vous vous promenez dans l'histoire et la géographie à travers cette librairie. Donc je crois au contraire que les régions sont soucieuses de cette appropriation de leur propre culture.
Désolée. Oui. Je crois que ma voisine a dit beaucoup de choses que je voulais dire. Alors, je suis chinoise, je vis à Paris depuis 20 ans et je vis entre Paris et Shanghai. Justement, j'ai vraiment vu comment toutes les berges de Huangpu ont évolué ces dernières années et je pense que on a eu ce débat sur les musées et sur les objets architecturaux liés aux musées et peut-être au fond pour nous les Chinois, c'est un peu plus encore. Je pense que le fait de s'intéresser à la culture, de s'intéresser à la science et d'avoir si soif de la connaissance de la culture de son lieu de vie, c'est une expression de mode de vie. Du coup, je suis pas sûre que seul la geste architectural soit la bonne réponse à cette demande énorme en Chine, partout, que ce soit dans la grande ville comme Pékin ou Shanghai ou dans les plus petites villes et moyennes villes. Je pense que c'est plutôt pour nous de réfléchir comment associer les espaces muséaux, l'espace muséal au mode de vie d'aujourd'hui. Et là, il y a une importance de l'archéologie parce que c'est ce qui nous relie physiquement par rapport à notre passé et cette présence est importante. Je vois qu'à Shanghai, il y a encore plein de potentiel. Dans les excavations archéologiques, il y a des petits musées qui sont pas encore mis en valeur. Je vous invite à aller voir. En fait, quand on a fait des études urbaines à Shanghai, on les a découverts. On a découvert des vestiges de bateaux de même à Chengdu et ce sont des espaces très très précieux. Je pense dans l'exploitation de ces espaces, il faudrait qu'on aille sur un autre mode de pensée que d'avoir le plus grand, le plus beau, le plus luxueux, mais peut-être d'avoir quelque chose qui soit plus relié au paysage, à l'espace public et au bien-être. Vous n'avez pas parlé des musées de la science et de la technique qui sont géants aussi d'un point de vue architectural. Ça, on aimerait bien que vous indiquiez votre sentiment là-dessus. Merci. Alors globalement, vous aurez compris que mes collègues ont vu peu de musées de sciences. Moi, j'ai pas vu de grands centres de sciences. Alors j'ai un collègue en revanche, Bernard Schill, qui s'est occupé notamment de la construction d'un centre de sciences, mais a fortiori évidemment, si la logique du centre de sciences est finalement assez identique à celui celle qu'on peut observer à d'autres lieux, c'est effectivement bien sûr des espaces qui sont très 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 vastes. La logique du musée d'histoire naturelle est en revanche un peu différente. Alors j'ai des interrogations, j'en ai pas vu beaucoup non plus. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement il y avait, on pouvait retrouver dans une série de musées plus généraux des sections d'histoire naturelle en même temps que des sections d'histoire, etc. Comme je le disais. Souvent d'ailleurs avec les mêmes logiques de présentation de dioramas ou de grandes reconstitutions, etc. Des dinosaures avec des dinosaures en caoutchouc ou plus ou moins articulés. À mon sens, pas de vraie différence, pourrait-on dire, d'un point de vue muséographique, en tout cas tel que je peux le concevoir. Sinon, 2-3 éléments qu'on retrouve peut-être aussi des usages, on pourrait dire, un peu plus liés à des matières nobles, notamment du bronze, des statues en bronze ou autres qu'on peut retrouver. Mais finalement, une moins grande différence dans la muséographie, en tout cas telle que j'ai pu l'apprécier dans ces musées, que ce qu'on peut observer dans des musées d'histoire, qui parlent de l'histoire d'une région et qui sont souvent sur le même schéma, depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, avec un certain nombre d'éléments, avec aussi des représentations qui peuvent être des figures de cire et toute une série de dioramas ou autres, avec je dirais une manière et des couleurs de présentation qui diffèrent et qui sont assez caractéristiques d'un point de vue général, mais un peu moins en quelque sorte pour ce qui concerne l'histoire naturelle. Mais là aussi, j'avoue des limites en matière de prospection au niveau muséal en Chine. Oui. Alors, je suis désolée, je vais faire un petit retour en arrière. En 1986, à Beijing, il n'y avait pratiquement pas de musée.
le Gugong, ce qu'on appelle la cité interdite, était pratiquement vide. C'est-à-dire qu'on avait le plaisir de... Moi, j'ai été fascinée par l'architecture, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. À la même époque, à Xi'an, les soldats enterrés n'étaient présentés que dans la fosse. Il n'y avait pas de musée. En 89, il y avait un musée. Alors, maintenant, l'autre chose qui est intéressante, c'est que j'ai vu un documentaire fait par une jeune Taïwanaise sur le Gugong de Taïwan. Ce sont des tunnels entiers d'œuvres d'art. Donc, ce qui a l'air d'être quand même, c'est quand même intéressant de le signaler, c'est-à-dire que au départ, la Chine n'avait pratiquement rien. Et c'est en découvrant ses propres richesses et en s'inspirant de notre façon de faire les musées qu'elle a évolué. Mais je trouve que c'est quand même important de savoir qu'au départ, même les musées, moi j'ai voyagé dans toute la Chine à l'époque, on trouvait des cloches, des choses locales qui n'avaient pas été emportées à Taïwan. Mais c'est quand même très important, hein. Le musée de Taïwan est une merveille. Moi, j'y suis allée exprès pour aller voir les plus beaux tableaux de peinture des Song, justement. Je rêvais de ça. Et malheureusement, à l'époque où je suis arrivée, ils n'étaient pas en exposition. Et pourquoi? C'est comme lorsqu'il y a eu une magnifique exposition à Paris sur la Chine, au Grand Palais. Certains magnifiques tableaux. Moi, à l'époque, j'étais élève de François Cheng, et on a demandé à François Cheng de chercher dans les collections quelque chose qui pouvait remplacer tous les grands trésors qui n'étaient pas disponibles parce qu'ils avaient été montrés à New York 3 ans avant et qu'il faut 5 ans avant de ressortir. Mais ça, personne ne le savait. Alors François Cheng nous a dit, oh ben, écoutez, c'est intéressant parce que ça nous permet de découvrir des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues. Mais moi, personnellement, quand j'ai vu l'exposition, j'ai été quand même assez déçue parce que ces tableaux sont des merveilles. Et je demande à mes amis taïwanaises, je leur dis, dites-moi quand ils sont visibles. C'est quelque chose. Voilà, juste une petite expérience personnelle. Là, évidemment, on touche au problème de la fragilité des arts graphiques, mais on peut avoir la même chose avec des dessins occidentaux. Donc on ne peut pas les présenter de manière permanente. Moi, j'ai une autre expérience du musée de Taipei, où j'avais été invité pour donner des conférences il y a quelques années, justement c'était avant l'ouverture de la branche sud et justement, on m'avait invité pour parler d'art indien. Donc c'était justement cette ouverture. Et donc j'arrivais pour la première fois de ma vie à Taipei. Et donc, comme vous le savez, le musée se trouve plutôt à l'extérieur de la ville, donc un peu isolé. Et nos collègues taïwanais m'avaient expliqué que le musée était construit aux normes antisismiques, mais que se trouvant en dehors de la ville et surtout représentant ce qu'il représente pour la culture chinoise en général, il n'y avait absolument aucun risque enfin, en cas de tremblement de terre, le lieu était assez sûr, et surtout il n'y avait aucun risque de bombardement chinois. Mais il dit c'est en fait le lieu le plus sûr de tout Taïwan. Pour voir ce que ça représentait pour la culture chinoise en général, ce musée. Ça, c'est une réalité, en fait, parce que c'est très intéressant. C'est vraiment intéressant l'histoire de ces collections. Je confirme, en fait, la réserve du musée du Palace à Taipei, c'est l'endroit le plus sûr à Taïwan. Et c'est intéressant, c'est que l'histoire de ces collections, parce que voilà, la Chine nationaliste s'est retirée, parce que ces collections a quand même voyagé depuis Pékin, Nankin, Chongqing, revient à Shanghai, redescend et puis partit à Taïwan. Et c'est vrai que Chiang Kai-shek à l'époque qui s'est retiré à Taïwan, pense pas ils vont rester en fait. En revanche, ce qu'il a fait, la première chose, c'est que
trouver un lieu très sûr pour stocker ses collections. Donc il a trouvé au nord de Taipei, sur une colline. Donc sur cette colline-là, il a vraiment creusé 2 tunnels. C'est là qu'il a vraiment derrière. Ensuite, en dehors de cette colline, il a construit ce musée. Bon, je confirme, c'est assez impressionnant hein, en voyant le réserve du musée. Alors, votre question me faisait penser aussi à un autre aspect, c'est que je crois que le développement des musées doit être associé au développement incroyable de l'archéologie en Chine. Parce que ce qui est frappant, c'est à quel point ce pays mène des fouilles, mais qui mettent au jour des vestiges absolument, enfin non seulement très nombreux, mais d'une qualité incroyable, et où l'archéologie chinoise se renouvelle à une vitesse absolument incroyable. Et donc, on construit des musées parce qu'il y a aussi des vestiges, un patrimoine qui n'était pas connu il y a encore quelques années. Oui, encore Dunhuang, c'est un site qui est connu depuis plus d'un siècle maintenant. Mais je vois, pour avoir visité un site un peu perdu au fin fond du Gansu, qui était lié à la dynastie des Qin, enfin avant qu'elle devienne une dynastie royale, eh bien, on découvre tous des pans de la Chine ancienne qu'on ne soupçonnait pas du tout. Enfin, là, je parle à côté de mon voisin qui va me taper sur les doigts parce que je vais dire des bêtises. Mais c'est vrai qu'on renouvelle complètement notre connaissance de la Chine ancienne. Hein. Il y a un élément qui est important, qui m'a surpris, et en même temps il n'est pas si surprenant, mais c'est ce lien très fort évidemment entre le musée et l'archéologie, mais aussi dans la gestion des musées qui sont gérés par des archéologues. Ça veut dire effectivement que c'est aussi ce lien avec les cultural relics qu'on avait évoqué, c'est-à-dire que quand on pense musée archéologique en quelque sorte, musée d'histoire. C'est très très différent dans l'enseignement de la muséologie. Ça veut dire que la muséologie est liée à des facultés d'archéologie et pas des lieux ou des facultés de beaux-arts ou d'histoire de l'art. Et donc ça amène effectivement cette transformation et un registre un peu différent de celui qu'on peut observer à d'autres endroits. Cette logique, elle a existé à d'autres époques. Hein. La muséologie était, notamment en Allemagne, très très largement développée par l'archéologie. Mais après, maintenant, par exemple en France, c'est beaucoup plus dans des départements soit liés à l'histoire de l'art ou les sciences de l'information et de la communication. Et donc ça amène une autre vision, pourrait-on dire, de la manière de concevoir le musée, de penser le musée, etc. Oh, une question factuelle. Les expositions me paraissent de durée assez courte dans les musées chinois. Je ne sais pas si c'est général ou simplement le hasard des observations que j'ai pu faire. Vous avez tout à fait raison. En général, quand on pose la question à des collègues, mais combien d'expositions vous avez fait cette année? C'est souvent 40, 50... donc effectivement, elles se succèdent à un rythme très soutenu. Elles peuvent être de toute nature, et c'est aussi le reflet effectivement d'équipes quand même assez nombreuses en général dans ces musées. Mais je crois que là aussi, on est en train d'évoluer parce que effectivement, étant donné l'importance de plus en plus forte accordée au public, accordée à la communication. De plus en plus, on ressent le besoin d'avoir différents types d'expositions avec des durées différentes pour un public différent, un public plus vaste. Donc effectivement, là je vois, j'ai été à l'inauguration d'une exposition consacrée à l'artiste Wu Guanzhong, 100e anniversaire de sa naissance, et effectivement l'exposition va durer 6 mois. Et il y a des affiches partout dans le métro à Pékin. Donc tout ça est lié aussi à une nouvelle ambition pour un certain type d'exposition, et ce qui ne va pas empêcher à côté de continuer à faire des expositions qui vont être de durée plus courte, mais comme sur des sujets peut-être moins porteurs ou différents, ou parfois plus pointus, plus scientifiques.
Oui, je pense qu'il y a aussi lié, parce que dans le temps, l'exposition dans la plupart des musées consiste aussi des peintures, des tableaux. Et là, pour une question de conservation, c'est sûr qu'il ne peut pas avoir une exposition de 4 mois, en fait. Donc pour eux, il y avait une règle, cette présentation, le maximum, c'est 3 mois. D'où voilà, le projet de Branly, c'est vrai qu'on a 3 mois. Et là, 6 mois, pour moi, c'était vraiment exceptionnel. Je pense que c'est aussi lié à une habitude publique. Si une exposition qui est affichée plus que 3 mois, c'est quelque chose qui... Vous savez, au Japon, une exposition maximum, c'est 2 mois. C'est impossible de dépasser 2 mois, en fait. Et donc, une fois, j'ai posé une question à mes collègues japonais. Ils me disent que si vous faites une exposition de 3 mois, le dernier mois, il n'y a plus personne, en fait. Parce qu'il y a trop, il faudrait qu'il y ait un marché, global, et la durée d'une exposition qui est 2 mois, à Tokyo, par exemple. Ça, c'était règle, presque tous les musées. Alors, le nombre d'expositions qu'on louperait à Paris si elles ne duraient qu'un mois ou deux, c'est parce que toutes celles qu'on visite lors des 2 dernières semaines, généralement, bon. Mais ça, vous voyez, c'est les différences justement d'habitudes culturelles de la consommation. Peut-être le temps Encore pour une dernière question. Oui, moi j'avais une question sur la prise en compte des publics étrangers dans les musées. Je me demandais s'il y avait des spécificités en matière de médiation, est-ce que vous parliez des types de publics différents en fonction dans le cadre des durées d'exposition. Est-ce que ça fait partie des choses qui sont prises en compte de façon importante ou pour l'instant marginale? Moi, j'aurais juste une remarque à faire. C'est pour moi qui ne suis pas sinologue, j'étais pas perdu dans les musées chinois parce qu'il y avait les cartels souvent traduits en anglais. C'est déjà une première chose. On peut pas dire que ce soit le cas dans tous les musées en France. Mais à ma connaissance, en tout cas pour l'instant et pour les musées que j'ai pu visiter, ça reste quand même relativement limité. C'est-à-dire qu'il y a quelques musées qui peuvent développer, certains l'ont évoqué, des publications en plusieurs langues, etc. La Cité interdite, il y a je ne sais plus combien de langues pour l'audio guide, etc. Mais ça reste tout de même relativement limité au niveau des panneaux, au niveau alors des étiquettes. On peut avoir un certain nombre d'informations, pas toujours, mais très clairement en fait le tourisme étranger représente encore un phénomène qui est relativement limité par rapport au tourisme chinois de manière générale. Donc c'est aussi d'abord le premier public qui est important. Et alors, de nouveau, je pense qu'il y a certains lieux touristiques, particulièrement touristiques, pour lesquels l'offre sera plus importante. C'est assez logique, mais c'est ce qu'on peut aussi observer en France. Et comme on vient de l'évoquer, il y a beaucoup de musées en France qui ne sont pas très largement développés par rapport à ces éléments-là. C'est le moment pour un dernier remords. Si c'est pas le cas, bien écoutez, je vais remercier tous nos intervenants de ce soir et vous remercier pour votre attention et votre participation. Et un grand merci Vincent pour l'animation de ce rendez-vous Chine. Le prochain rendez-vous en 2020, le 28 janvier, si ma mémoire est bonne, et qui sera consacré aux imaginaires dans la mise en place des projets de ville. Nous aurons rendez-vous avec une équipe de chercheurs venus d'Italie qui viendront nous parler de la circulation des modèles et de la circulation des imaginaires. Merci à vous.